Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème 1, chapitre 2, SVT première, intitulé Réplication de l'ADN et variabilité génétique. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à me déclamer d'autres idées de sujets en commentaire. L'ADN est le support de notre information génétique. L'homme possède 23 paires de chromosomes, dont chaque constituant est hérité de la mère et du père. Constitué de 3 milliards de paires de bases, cette information dicte notre phénotype, physiologie et métabolisme. Bien que l'on puisse observer les chromosomes au microscope optique, leur aspect est très différent en fonction de la phase dans laquelle on se retrouve. Comment expliquer cela ? Pour ça, observons déjà la première image, qui est une observation au microscope électronique de l'ADN présent dans le noyau. Ce que l'on voit se nomme chromatine et constitue une masse filiforme de matériel génétique contenu dans le noyau de chacune de nos cellules. Mais ce n'est pas tout. La chromatine englobe aussi tout un tas de protéines interagissant directement avec l'ADN, dont le rôle est de permettre sa compaction en s'enroulant autour. Prenons une analogie. Une pelote de laine prend beaucoup moins de place une fois enroulée par rapport à son état totalement déplié. Et c'est cette forme qui prend le nom de collier de perles dans le cas de l'ADN. Pour résumer, l'ADN n'est pas seul, mais également en contact avec des protéines autour desquelles il s'enroule. On nomme tout cela la chromatine. Ces interactions permettent de former une structure hautement condensée pour entrer dans le noyau. Voyons plus en détail quelles sont ces protéines. On voit à droite le modèle d'une fibre chromatidienne et les sphères correspondent aux protéines qui enroulent l'ADN. Ce sont les histones. Et cette association histone-ADN forme une structure que l'on appelle le nucléosome. Mais regardez plus en détail ce schéma. On voit qu'il existe un moyen qui vient s'ajouter à la compaction par les histones. C'est la spiralisation de l'ADN. En effet, enrouler l'ADN sur lui-même à intervalles plus ou moins réguliers par les histones ne suffirait pas à condenser tout l'ADN dans le noyau. Et donc, en ajoutant à ce phénomène une structuration en hélice de l'ADN, on maximise cette condensation. Mais donc, on le comprend, si l'ADN peut présenter des profils de condensation différents, alors pourquoi et quand change-t-il ? L'ADN peut être en interphase, c'est-à-dire entre deux épisodes de mitose, ou bien en mitose. En interphase, l'ADN a besoin d'être transcrit, traduit en protéines ou encore répliqué, d'où l'importance de ne pas trop le condenser, car sinon il ne sera plus accessible par les différents facteurs cellulaires. En revanche, il est nécessaire de le condenser en mitose, à un stade bien plus avancé, connu sous le nom de fibre de 30 nanomètres, faisant intervenir d'autres acteurs connus comme l'histone H1 ou bien des interactions interhistones. Cette compaction est nécessaire pour favoriser le processus de division, faisant intervenir un déplacement, alignement des chromosomes. En plus de cette complexité structurale, s'y ajoute aussi une complexité géographique. En effet, chaque chromosome possède son propre territoire chromatidien, c'est-à-dire son territoire d'interaction dans le noyau, et cela complique largement l'étude de la division cellulaire. En parlant de division cellulaire, intéressons-nous à la réplication de l'ADN. En effet, avant de vouloir diviser équitablement notre information au cours de la mitose, il est nécessaire de la dupliquer, sans laquelle on aurait une perte d'informations génétiques au cours du temps entre les cellules. Mais comment s'effectue cette réplication ? En effet, c'est une question qui n'est pas anodine, car plein de scénarios peuvent exister pour expliquer une réplication. Par exemple, on peut supposer une réplication conservative de l'ADN, selon laquelle les chromosomes formés sont constitués de 2 brins anciens ou de 2 brins néosynthétisés, mais pas les deux. A l'inverse, l'hypothèse de la réplication semi-conservative, qui est défendue sur ce schéma, stipule que chaque brin d'ADN sert de matrice à la réplication d'un nouveau brin. Cette réplication s'effectue par complémentarité des bases. A s'apparie avec T et C avec G. Cette réplication n'a pas lieu n'importe où dans le génome, mais à des endroits bien précis, qui formeront des fourches de réplication. Pourquoi ce nom ? Car en fait la réplication est unidirectionnelle, c'est-à-dire l'ADN polymérase, qui est l'enzyme qui va répliquer les brins, ne peut se déplacer que dans un sens, de 5' vers 3'. Mais comme les brins sont eux-mêmes antiparallèles,
Cela permet à la réplication de se dérouler dans des sens opposés, formant alors un œil ou bien une fourche de réplication. Revenons à notre modèle réplicatif. Comment prouver qu'il est bien semi-conservatif ? Il y a plusieurs méthodes, mais une très connue est l'expérience de Taylor, consistant à incuber des plantules avec un nucléotide T radioactif dont l'hydrogène est remplacé par le tritium et à observer dans les cellules progénitrices le signal radioactif sur les chromosomes. Dans le cas d'une réplication conservative, on s'attend à ce que les chromatides soient entièrement radioactives ou pas du tout. Donc, après une division, on verrait un fort profil radioactif. Or, en regardant après une division ce signal, on voit que ce n'est pas le cas. En effet, ici on observe des chromosomes à 2 chromatides, donc chaque chromatide correspond à 2 brins. On voit qu'aucune des 2 chromatides n'est entièrement radioactive. Plus encore, après 2 divisions, selon le modèle semi-conservatif, on s'attend à avoir une chromatide radioactive et une non. Et c'est bien ce que l'on observe dans la figure de droite. Cela confirme alors que chaque brin mère est une matrice pour former un brin fils et que ce couple brin ancien, brin nouveau forme la nouvelle chromatide. Maintenant que l'on a vu le processus de réplication, on peut se demander à quel point il est efficace. En effet, répliquer une matrice de 3 milliards de paires de bases implique nécessairement des erreurs, mais combien et à quel prix ? Pour cela, une expérience a été menée pour quantifier ces erreurs. L'ADN de cellules souches a été comparé à celui de cellules sanguines, c'est-à-dire s'étant divisé, et cela a été réalisé chez différents patients de différents âges. On remarque une tendance clairement linéaire entre le nombre d'erreurs réplicatives et l'âge du patient. En d'autres termes, on peut établir 2 hypothèses. Soit le système génétique de l'homme s'affaiblit au cours du temps, soit il peut s'agir tout simplement d'un biais d'observation lié au fait que la personne plus âgée soit peut-être plus en proie à des épisodes oxydatifs de l'ADN, des méthylations liées à son mode de vie, travail, mais cela est beaucoup moins probable. Quand on compare l'abondance relative des différents types de mutations engendrées par la réplication, on remarque que peu importe l'âge, elle est la même. On retrouve beaucoup plus fréquemment des transitions, visibles en 3 et 5, c'est-à-dire des modifications de purine en purine, comme A vers G ou bien T vers C. A l'inverse, les transversions sont beaucoup plus rares, bien qu'en théorie, il en existe un plus grand nombre. Aussi, un point très intéressant est que quand cette étude a été réalisée sur différents types cellulaires, on n'a remarqué aucune différence en termes de taux de mutation, que ce soit des cellules du foie, de l'intestin ou bien du côlon. Et cela montre vraiment que les causes de mutation, d'erreurs de réplication sont inhérentes au système génétique et que probablement l'ADN polymérase n'est pas parfaite et peut réaliser des erreurs à un taux relativement constant. Mais ces erreurs sont très rares, elles sont d'environ 1 pour chaque 100 000 paires de bases, et cela est lié à l'ADN polymérase, qui n'incorpore pas fidèlement les bases à la base complémentaire. Une erreur, chaque 100 000 paires de bases, semble très peu, mais en réalité c'est totalement énorme, car cela revient à accumuler à chaque division environ 30 000 mutations. En fait, il existe des mécanismes de sécurité afin de vérifier, après réplication, si aucune erreur n'est présente. Et ce contrôle fait chuter ce taux à 1 mutation chaque 1 milliard de paires de bases répliquées. Comment marchent ces systèmes de réparation ? Cela est assez intuitif. Si une base est mal appariée, il faut d'abord une enzyme capable de couper dans l'ADN sans nécessiter d'extrémité libre, c'est ce que l'on appelle les endonucléases. Puis une exonucléase va permettre de digérer une partie du brin à partir de l'extrémité formée précédemment par la coupure de l'endonucléase. Et enfin, une polymérase adaptée va remplir ce mésappariement. Ainsi, bien que des systèmes de réparation existent, il se peut que certaines mutations apparaissent et on peut alors se demander quelles seront les conséquences de celles-ci pour la cellule. Tout d'abord, voyons le côté positif des mutations. Créer de la variabilité dans un gène, c'est potentiellement générer de nouvelles fonctions ou bien des protéines encore plus performantes. Si des avantages sont tirés de cette mutation, alors cette nouvelle version du gène, nommée allèle, sera maintenue dans la population. La première mutation est la perte d'une base, c'est la délétion. A l'inverse, il se peut qu'un nucléotide soit rajouté, on parlera d'insertion. Ces 2 mutations sont généralement néfastes,
car enlever ou ajouter une base dans la séquence codante du gène, c'est changer tout le cadre de lecture, et donc les acides aminés traduits seront différents. La troisième possibilité est la substitution, correspondant au remplacement d'une base par une autre. Dans ce cas, les conséquences peuvent être nulles, car le code génétique est dégénéré, donc comme plusieurs codons codent le même acide aminé, si la mutation par chance ne modifie pas l'acide aminé, la protéine restera la même. En revanche, dans le cas contraire, les conséquences seront plus ou moins importantes. Dans le cas de substitution, on parle très souvent de SNP, c'est-à-dire de polymorphisme de substitution d'un seul nucléotide. Ce sont les formes de mutation les plus communes qui ont par ailleurs joué des rôles très importants dans l'histoire évolutive de l'homme. Par exemple, avec Anagène, on peut aligner différentes séquences de gènes responsables de la coloration de la peau et on remarque une grande variété de SNP qui sont significativement associés au phénotype couleur de peau. En d'autres termes, bien que la mutation soit un changement de l'information génétique, elle peut être bénéfique dans la population, induire de nouveaux systèmes plus performants ou adaptés à l'environnement. En revanche, si la protéine ou bien sa régulation est chamboulée, alors des conséquences phénotypiques plus ou moins graves peuvent apparaître. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous avons pu voir les propriétés de l'ADN, sa réplication semi-conservative, les mécanismes de condensation avec les histones, mais aussi les conséquences de changement de cette information, qu'elle soit bénéfique ou néfaste. Je vous souhaite plein de réussite, à bientôt!